Donc, Fatira de Kouraya, Bonsoir. militante. Et merci pour le drapeau Algérie. Alors, je tiens à signaler, fais voir, laisse ce n'est pas une provocation. Vous avez pas. Il a dit, Youssef voulait ramener le drapeau de la Palestine. Regardez ce qu'il a ramené. Il est arrivé, il a dit. Acte manqué. Il est arrivé, il a dit bon bah j'ai ramené le drapeau de la Palestine, il a déplié ça, il a fait non, j'ai pris l'Algérie. et vraiment honnête, hein, c'est vraiment c'est même pas genre il s'est vraiment trompé. Wissam pro Erdogan, il paraît, moi j'ai entendu des rumeurs comme ça pro Erdogan, je sais pas d'où ça vient. À part, c'est parce que Erdogan nous finance, voilà le studio et tout, c'est lui qui nous donne de l'argent. Merci à toi, Recep, non c'est comment on dit? Redjep. Moi je l'appelle Réré, c'est mon pote Réré. On reçoit. Là, je cautionne pas. Attends, on voit. Attends, mais je suis assez grotesque pour qu'on voit que c'est de l'ironie. Oui, mais non, mais attends, le problème c'est que je fais de l'ironie, lui. Oh, moi je cautionne pas. Donc c'est plus de l'ironie. Il a raison. Il me jette sous le bus en fait. Non, mais c'est pas comme si. Blague par la blague. Ouais, mais ça fait que moi je suis premier degré. Non, mais c'est pas comme si je faisais pas des lives tous les 2 jours avec lui, tu vois. Et donc, Fatima de Kouraya. Qui est, là on va parler d'un sujet sérieux, militante auprès des mineurs isolés. Malheureusement c'est un cas qu'on discute pas souvent et c'est un cas qui est très dramatique et voilà, tu voulais nous en parler parce que c'est vrai que personne n'en parle au final, personne n'en parle. Et toi tu agis depuis combien de temps auprès des mineurs isolés? Alors, on en parle mais on en parle mal. Alors, je tiens à préparer les gens, c'est Fatira. Hein. C'est la personne qui a énervé Bégodeau la dernière fois. Voilà, c'est elle. Quand Bégodeau s'est énervé, c'est à cause d'elle. Par contre, on avait parlé de gilet pare-balles. Vous n'avez pas les gilets pare-balles? Vas-y, Fatira. Vas-y. Oui. C'est un métier dangereux que de travailler avec moi. Oui, parce qu'en fait, c'est un sujet qui a été très médiatisé, mais toujours avec les mêmes sémantiques, les mineurs marocains. Bien près du micro. Hein? Bien près du micro. Bien près du micro, des mineurs marocains qui sont arrivés très jeunes, très petits, sur les terres françaises, j'allais dire, en plein Paris, dans le 18e, et qui avaient cette particularité en fait d'être très petits. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup parler des mineurs isolés, le débat revient systématiquement dans les débats sur l'immigration. Zemmour en a beaucoup parlé, les mineurs isolés n'ont rien à faire en France, ils ont vocation à retourner chez leurs parents, etc., etc. Bon, je pense que c'est un sujet qui va revenir. La spécificité des mineurs marocains, c'est qu'ils sont très jeunes, on peut en avoir d'autour de 10 ans, et ils ont des pathologies, on va dire, des traumas, qu'on les retrouve avec des traumas, et des addictions. Donc, ça a un petit peu choqué, on va dire, les riverains. Et donc, nous, à partir de là, on était habitués à travailler avec un public de MNA, de migrants subsahariens, qui n'avaient pas du tout ces stigmates de MNA, mineurs non accompagnés. Voilà. Parce que c'est le nom maintenant, ouais, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est le nom, MNA, mineurs non accompagnés. Ça ne change pas grand-chose à la réalité. Ça fait moins grave qu'isolé. Ouais, ça fait moins grave qu'isolé. Ils sont juste non accompagnés. Et puis... Voilà, mais c'est la même réalité. On dira plus les pauvres, on dira les non-riches. Voilà. Voilà, et ça ne change rien, si ce n'est qu'ils n'ont pas leurs parents sur le territoire français et qu'ils n'ont pas de tuteur. Ils n'ont personne, en fait. Et quand on a des gamins de 17 ans, bon, on se dit que ça se gère, mais quand on a des enfants de 10 ans qui, en plus, sont habitués apparemment à des modes de vie... Je vais te déranger 2 secondes. Tourne bien le micro vers toi, excuse-moi. Et voilà. Normalement, ça devrait être... Voilà. Donc, à partir de là, on a monté un peu au départ, c'était plus une mission de veille, parce qu'on s'intéressait un peu à comment les autorités allaient traiter ce sujet d'enfants des rues, en fait, qui n'est pas un phénomène, à mon avis, nouveau en France. Mais il y a eu les Roms, mais il y a eu aussi des enfants... Il y a eu des Français eux-mêmes. Il y a eu des Français, etc. Moi, je voulais demander sur l'âge, parce que souvent, ce qu'on entend... Le discours qu'on entend dans les médias sur les mineurs isolés, c'est ces mineurs qui ne sont pas très des mineurs, tu vois. Oui, alors on ne peut pas dire que les mineurs marocains ne sont pas des mineurs parce qu'ils sont vraiment... Non, mais c'est important de le dire aux gens, de voir quelqu'un qui est sur le terrain et qui peut vous affirmer que... Non, on ne peut pas dire que les mineurs marocains, ils ne sont pas mineurs parce qu'en général, ils sont vraiment très petits et la moyenne d'âge, elle est entre, on va dire,
12, 13, 14 ans. Ouais. Donc, ils sont vraiment très petits. Après, la problématique du majeur, j'allais dire, du faux mineur isolé, elle est créée par l'État français. C'est-à-dire que à partir de 18 ans, contrairement à d'autres pays comme l'Espagne, qui est quand même un peu, on va dire, avant-gardiste sur la question des haragas jeunes, à partir de 18 ans, le couperet tombe, même pour les Français d'ailleurs, qui sont les enfants placés, Oui, le couperet tombe. c'est Plus de catastrophique. protection, C'est plus rien, on catastrophique. se retrouve à la rue, on ne peut plus prétendre à rien. Juste- Donc- juste pour faire un tout petit peu de pédagogie à Mm. chaque fois, parce qu'on est suivi aussi par des personnes qui ne sont pas forcément... quand on dit un haraga, on parle donc des jeunes personnes qui traversent la Méditerranée Voilà. pour venir en Europe, quoi. En Europe, oui. Mot à mot, ça veut dire les brûleurs de frontières, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'on appelle les majeurs, c'est créé par l'État français parce que justement, comme l'État français ne prévoit plus de protection à partir de l'âge de 18 ans, forcément, ceux qui ont un peu plus de 18 ans, 19, 20, voire 21, 22, 23, vont faire des déclarations de police comme quoi ils sont mineurs afin de pouvoir avoir ces protections-là. Mais ce système de faux mineurs, entre guillemets, c'est une fausse question, j'ai envie de dire, puisque normalement, on doit partir du principe que tout migrant a le droit à une protection, j'allais dire qu'il soit majeur, ou vieux, ou réfugié politique, ou etc. Il a le droit à une protection. Et de toute façon, les juridictions, quand elles voient passer en comparution immédiate, parce que c'est ça aussi le problème avec les migrants maghrébins, c'est que c'est un peu une bombe à retardement. Alors, je suis Ouais. désolé. Viens dans Ouais. le micro. Je vais être pénible comme ça, on t'entendra bien. Voilà. Non, il faut être... Oui, pardon. C'est que, à force de voir en comparution immédiate des migrants maghrébins qui constituent quand même une bonne partie des jeunes qui passent devant la justice pénale, c'est vrai que le juge, n'ayant pas d'autre outil que la protection judiciaire de la jeunesse, à partir du moment où le jeune haraga, il va dire non, mais moi j'ai volé parce que voilà, j'ai pas de quoi survivre et puis de toute façon je suis mineur, la juge va fonctionner sur le déclaratif. Ouais. Et donc elle va l'enregistrer comme mineur afin qu'il puisse et ça marche en fait, parce que tout simplement c'est un petit peu un système de compromission pour que justement ces jeunes-là puissent en fait bénéficier d'une solution pour tout simplement pouvoir rebondir. Mais justement l'extrême droite en général et puis l'ultra droite en général ont en fait des chiffres sur ces déferlements devant la justice de plus en plus de Maghrébins, et je trouve que c'est une bombe à retardement qu'il faut traiter, parce que cette question va nous retomber. Il y a une spécificité des jeunes Maghrébins haraga, donc en France, qui ont un profil particulier, qui ont, contrairement aux jeunes, j'allais dire afghans ou subsahariens jeunes, je parle des profils jeunes, arrivent avec des traumas, donc quelque chose qui renvoie aux sociétés maghrébines à questionner, arrive avec des traumatismes et avec problématiques d'addiction, des problématiques parentales aussi, des problématiques familiales et des problématiques liées à la répression de la société. Donc, le manque de liberté, le fait d'étouffer dans les régimes des pays d'origine, ça revient. C'est-à-dire que c'est un peu une migration, j'allais dire, politique aussi. C'est pas tous les pauvres qui migrent en Europe, quoi. Je veux dire, c'est aussi des personnes qui sont investis d'un espoir de changer, mais aussi c'est un rejet total du système aussi qui les porte en fait vers l'Europe. Et il y a toujours ce discours dans la migration et quand ils arrivent de dire ici c'est le pays des droits. Ouais. Ici, c'est le pays des droits. Ici, c'est le pays des libertés. Ils y croient vraiment quand ils viennent ils y croient jusqu'à ce qu'ils découvrent la police française, quoi. Je veux dire, oui. Alors, juste
juste deux questions. Alors, il y a beaucoup. Et puis, ce serait bien que même les questions qui sont posées reviennent ensuite. S'il y a des questions à laquelle tu veux répondre, Fatira, n'hésite pas. Hein. Et surtout que les gens attendent un petit peu avant de poser leurs questions, parce qu'après, elles disparaissent. Ouais. Donc, attendre que Fatira... calculer les gens qu'on est en discussion, on ne peut pas couper Fatira. Voilà, c'est ça. Attendre que Fatira ait terminé. Mais ensuite, alors, parce qu'il y a des tas de questions qui sont intéressantes. Mais la première que je pose, c'est donc ces gamins, en général, selon leur nom, ils ont donc brûlé les frontières. Ça veut dire qu'ils sont arrivés ici en traversant des bras de mer, en traversant, etc. Donc dans des conditions absolument terribles. Voilà, il y a aussi le parcours migratoire qui est générateur de traumatisme parce que, notamment chez les migrants marocains qui partent très très jeunes en général, pour qu'ils soient âgés de 10 ans ici, c'est qu'ils peuvent être partis des fois à 6-7 ans du Maroc. Ouais. Donc certains vont passer par Melilla. Melilla, ça devient de plus en plus difficile. Et donc là, ils peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans à Melilla, dans des centres fermés, avec une violence qui commence à se constituer, tant du côté des forces de police, tant aussi entre eux, entre candidats au passage. Et du coup, de là, il y a toute une violence qu'ils subissent. Au moment du passage. Après, il y a toute la violence qu'ils subissent de la répression de policières quand ils passent en Espagne, puis quand ils passent en France, avec des conditions de passage où ils voient des jeunes mourir sur le bateau. Certains qui font des trajets directs, par exemple. On en a un qui a fait un trajet direct de Nador jusqu'à Paris sous un car. C'est où, Nador C'est au Maroc. C'est dans le Rif. D'accord. C'est à 200 km de la frontière algérienne, sur la côte. D'accord. Voilà. Sous le car, sans jamais descendre du dessous du car. Donc oui, il y a ce traumatisme-là lié au parcours migratoire. Alors, autre question encore, excuse-moi. Comment donc ils arrivent après moult péripéties donc à Paris, surtout à Paris, pas d'autres grandes villes, hein. Marseille, ils arrivent beaucoup à Marseille. Et ensuite, donc, ton activité à toi, enfin de ton association, en quoi ça consiste ? Alors, nous, notre activité, déjà, c'est on les repère, déjà. Hein, on les repère. Il y a un gros travail de confiance à faire. Hein, parce que j'imagine. Parce qu'en fait, ils se méfient de tout. Et puis, ils ont un système de débrouille que pour eux, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir les aider, etc. Donc, sachant que pas grand monde les a aidés dans leur vie, quoi. Déjà, en général, on a plus profité d'eux, parce que, bon, il y a quand même des réseaux qui tournent autour d'eux, etc. Ou alors on les a plus dénoncés aux forces de police ou des choses comme ça qu'autre chose. Donc, ils fonctionnent beaucoup en circuit fermé, quoi. Voilà, donc ils fonctionnent en circuit fermé, ils fonctionnent en groupe, mais il est très facile en fait, en réalité, de rester avec eux. À partir du moment en fait où on leur explique leurs droits, ils sont forcément intéressés. Ouais. Puisqu'ils ont quand même un objectif, c'est celui de retourner au pays avec des papiers, et puis, si possible, de l'argent. Voilà. C'est surtout l'argent. Des projets comme ça, ils verbalisent comme ça des projets de gagner de l'argent ici, ensuite de retourner, c'est ça ? Ah bah oui, parce qu'en fait, ils veulent revoir leur mère, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi l'autre aspect traumatisant, en fait, surtout les plus petits qui ont quitté leur mère très très jeunes. C'est la figure de la mère. C'est la mère, c'est sacré. Et c'est aussi souvent pour la mère qu'ils font le trajet. C'est souvent la mère qui est en difficulté. Donc les traumas aussi viennent de là. C'est un peu cet esprit de culpabilité par rapport à la maman, le fait que il faut qu'il fasse quelque chose pour la mère, quoi, qui soit été abandonné par le père, voilà. Donc nous, on a ce travail de repérage, d'assistance au quotidien et de veille, c'est-à-dire comment les institutions les abordent, les traitent. Alors bon, la police, c'est radical, il n'y a pas de discussion. C'est pas des enfants, c'est des parasites. Donc il y a énormément de violations. Des droits de l'enfant dans les commissariats de police, dans les dépôts des tribunaux, donc la plupart veulent rien savoir.
Non, on n'ose pas imaginer. Là, les gens prennent conscience de la violation des droits envers des manifestants, Alors, imaginez-vous envers des mineurs isolés dont tout le monde se fiche, en fait. C'est vraiment... Ça doit être horrible. Horrible. En fait, tu peux répéter le nom de ton association? Pas mal de gens demandent. Non, c'est pas l'association Hors la rue, c'est l'association SOS Migrants Mineurs. D'accord. Voilà. Donc il y a une violence en fait institutionnelle qui fait que le pays France est très très mal accueillant, pas du tout accueillant, et c'est voulu en fait. Hein. Tout est fait en fait pour que on n'ait pas envie en fait de venir en France. Et oui, moi ce qui me choque, c'est que justement. Donc, la fameuse théorie de l'appel d'air chère au Rassemblement national, c'est pas vrai. Bah non. Pas du je tout. me pose des questions. Mais eux, ils encouragent même Eux, ils sont vraiment en mode... Plus on les laisse mourir, ils vont venir. Hein. C'est ouf. Hein, vraiment. En gros, c'est ça. Faut arrêter de les sauver, comme ça ils viendront. C'est en mode, faut en laisser mourir. Non, mais c'est affreux. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de plus en plus de gestion répressive. Et puis, on a une communication qui dit que oui, voilà, c'est des enfants, on met en place des dispositifs, etc., etc. Mais c'est des dispositifs qui sont mandatés par les autorités. Donc, c'est forcément des dispositifs qui ne sont pas du tout indépendants, qui ont des comptes à rendre, Et surtout, il ne faut pas trop en faire. Voilà. Et si on fait le bilan sur ces 6 années où nous, on a dû voir... je sais pas moi, à peu près 600, 700 jeunes passés par la goutte. Ah oui, non mais oui, il y en a, c'est énorme. Ah oui. Et que des garçons ou des garçons et des filles? Alors, que des garçons qui viennent du Maroc. On a des filles, mais... Donc pas que des garçons. Oui, mais qui sont européennes. Ah d'accord. Qui sont européennes. Et d'où, par exemple? D'Espagne et d'Italie. Des Espagnols? Oui, des Espagnols et d'Italie, qui sont d'origine marocaine. Ah d'accord. Mais... Passées auparavant par l'Espagne ou l'Italie. Elles sont nées en Europe. Ah oui, d'accord. Elles sont nées en Europe. Elles sont nées en Europe. Elles sont d'origine marocaine, mais elles sont dans un schéma de mobilité et de fugue aussi, où elles sont en recherche d'une meilleure protection que leur pays d'origine. D'accord. Voilà. Et ce qui est fou avec la France, c'est que si on fait le bilan sur ces 6 années, on n'a une seule personne qui a été régularisée. Ah ouais. Sur 700 personnes. Ah oui. On n'a qu'une seule personne qui a été... Ah non, mais nous, on va sortir les statistiques et je pense... qu'on va même les donner au ministère de l'Intérieur parce qu'on est en mesure de dire... Ouais, mais lui, il va être fier. Oui. Alors, lui, il va dire, voilà. Je ne sais pas s'ils vont être fiers, mais en tout cas, pour... d'un autre côté, je veux dire, ils se vantent quand même d'avoir une politique de protection quand même des mineurs. Je veux dire... Alors, comment est-ce qu'ils le justifient? Parce que le but est d'abord, donc, pour ces mineurs... Enfin, le but de ton association, c'est d'obtenir donc des papiers. Alors, quel genre de papiers? Parce qu'ils sont mineurs, justement. Alors, quel genre de papier un mineur peut obtenir? Et ensuite, comment... un mineur marocain ne peut pas obtenir de papiers en France, contrairement à l'Espagne. C'est-à-dire que l'Espagne a des accords avec le Maroc. C'est bien qu'un mineur marocain qui débarque en Espagne, on va tout de suite démarrer un processus de régularisation. Ce qui fait qu'ils arrivent plus à les accrocher, qu'ils ont moins de problèmes de délinquance, voilà. Mais ils savent qu'ils peuvent amorcer un processus de régularisation. En France, ils arrivent, ils n'ont rien. C'est-à-dire, soit tu vas au foyer, soit tu restes dans la rue. C'est vraiment l'accueil minimal. Ce qui est criminogène, en fait. Ce qui est criminogène, puisqu'on a des jeunes qui ressortent, qui ont rien. Donc, aucune possibilité de régularisation, aucun processus où on va démarrer... on ne peut pas démarrer de processus de régularisation. Et il a été... quand le phénomène est arrivé à Paris en 2016... les accords entre le roi du Maroc et le ministère de l'Intérieur ont tout de suite été signés.
pour dire expulsion automatique des jeunes arrivés mineurs sur le territoire français. Ah ouais. Ah ben oui, c'est ça. Donc, on est vraiment dans une politique où les obligations de quitter le territoire français maintenant, puisqu'ils sont arrivés maintenant à l'âge majeur, où ils ont tous... voilà. Donc là, en fait, nous, on les a connus, ils avaient 13-14 ans. Quand ils sont arrivés. Donc ils sont expulsables dès qu'ils deviennent majeurs, c'est ça ? Exact. Ils sont expulsables. Ils ont leur obligation de quitter le territoire français. Donc ça avait fait beaucoup d'émus celui qui a l'imam Iqwisienne là quand il avait eu son obligation de quitter le territoire français. Les gens découvraient la façon dont on pouvait expulser quelqu'un. Oui, aujourd'hui n'importe qui peut se retrouver avec une obligation de quitter le territoire français. Et même s'il a enclenché quelque chose. Avec une école ou une formation, il a une petite vie, ça fait 6 ans, 7 ans qu'il est en Europe, etc. Hop, il y a le couperet de la préfecture de police qui a décidé... L'OQTF qui a décidé de tout bloquer, de tout briser. Et là, ça aussi, c'est producteur de délinquance. Et je pense que c'est important d'en parler dans le débat sur l'immigration qui arrive, puisqu'ils vont beaucoup parler de lien entre l'immigration et la délinquance. Mais hop, au bout d'un moment, quand on donne à tous les Algériens et tous les Marocains une obligation de quitter le territoire français, des gens qui sont là depuis 6, 7, 8, 9 ans, alors qu'on avait l'habitude quand même avant de donner quand même un peu des papiers, on avait une politique un peu de régularisation massive. Quand est-ce qu'en France on a eu ça ? Je veux dire, là, je ne sais pas. Quand est-ce que la dernière, tu veux dire ? La dernière année où on a régularisé un maximum de sans-papiers. Ça fait... Ça, c'est parce que... Pourquoi à chaque fois qu'il y a eu une régularisation massive, c'est qu'il y a eu des mouvements derrière, tu vois ? Et j'ai l'impression que ça, c'est une lutte maintenant qui est oubliée. La question des papiers et tout, même à gauche, c'est quelque chose de... Il faut remonter aux années 90. Les années 90, il y avait eu... Parce qu'il y a eu pas mal de collectifs qui sont constitués. Y a 3, même 4 collectifs de sans-papiers. À l'époque, on était impliqués. Et ça ramenait du monde, là. Ah oui, bien sûr. Là, il n'y a plus rien, quoi. Et même les gens sont plutôt en mode, tant mieux s'ils partent... Je suis en train de refaire mon lacet en même temps. Je vois ça. Donc, il a demandé, est-ce qu'elles sont systématiquement mises en exécution, les OQTF ? Alors, en tout cas, elles dissuadent de rester sur le territoire français, puisque en général, ceux qui sont munis d'une OQTF vont partir du territoire français. Donc, en général, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup maintenant de Marocains dans les territoires voisins, c'est-à-dire la Belgique, où il y a beaucoup moins de contrôle aux faciès, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Maintenant, on retrouve de plus en plus de Marocains en Italie. En tout cas, la politique de Darmanin de contrôle aux faciès, de quadrillage policier des quartiers où on voit trop de sans-papiers, hop, le QTF tombe et hop, voilà, c'est terminé, circulé, il n'y a plus rien à voir. Moi, j'ai une question, justement, là, tu viens de parler de la situation autour de la France. Et tu as l'air de dire que c'est un peu, si je compare la France avec les pays autour, où se place la France, j'ai l'impression que ça a l'air d'être la situation vis-à-vis des autres pays européens la plus compliquée. C'est la plus mauvaise. La plus mauvaise. Franchement, on peut dire même au Royaume-Uni et tout, par exemple. Alors, au Royaume-Uni, moi, j'ai pas de retour, parce qu'au Royaume-Uni, c'est difficile d'atteindre le Royaume-Uni pour un mineur, à moins qu'il arrive à fabriquer... une fausse carte d'identité française, ça arrive, pour passer voilà. Mais en général, ceux qui y arrivent sont très contents du Royaume-Uni, quoi. Parce qu'il y a quand même... Alors, le problème du sans-papier, c'est quand même la police, quoi. C'est-à-dire son rapport avec la police, le fait de ne pas pouvoir circuler librement et de ne pas pouvoir... Voilà, de ne pas pouvoir faire sa vie du matin, de pas pouvoir faire sa vie du matin jusqu'au soir sans être arrêté. Enfin, nous, on a vu des trucs incroyables. 10, 20, 30 fois, il peut se faire arrêter. On peut dire dans quel quartier vous officiez ? Oui, la Goutte d'Or. La Goutte d'Or, c'est principalement la Goutte d'Or, Barbès. La Goutte d'Or, mais après, ce système de contrôle aux faciès, il va avoir lieu à Porte de Clignancourt, dans les transports en commun, à Gare du Nord énormément, où les contrôleurs vont travailler avec les flics, etc. Et ça, c'est un système qui interdit à une personne d'avoir sa vie en France ou de vivre sereinement, quoi. De vivre sereinement, ouais. Excuse-moi, c'est juste parce que la France est tenue par un certain nombre de conventions internationales. La France est tenue par un certain nombre de conventions internationales, notamment les conventions sur les droits de l'enfance.
Et donc, visiblement, ces conventions ne sont pas forcément respectées. Alors, cette année justement, c'est la France qui va avoir une enquête de l'ONU sur les violations en matière de droits des mineurs isolés. Donc là, il y a des enquêteurs alors par définition, une enquête, c'est confidentiel. Hein. Les enquêteurs, ils vont arriver, vont commencer à essayer de voir un peu ce qui se passe. Non, j'ai dit... On va commencer à savoir un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que nous aussi, au niveau de l'association, quand tu te demandais ce qu'on faisait, on a alimenté de la saisine, puisqu'il y a eu au préalable une saisine du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, où on a documenté, mais vraiment avec des documents très précis, très circonstanciés, des enchaînements de dysfonctionnement et qui était réellement un racisme institutionnel flagrant vis-à-vis d'un mineur de 12 ans qui arrivait sur le territoire. C'est-à-dire qu'il pouvait être balancé d'une institution à une autre, que ça soit l'hôpital ou que ça soit un foyer ou que ça soit un commissariat de police. Toutes les institutions par lesquelles il passait, c'était des refus, une non prise en considération de sa souffrance, le refaire sortir d'une administration sans faire de signalement d'enfant en danger, enfin toutes les procédures qui sont absolument pas faites, et donc des mineurs qui se retrouvent dans des centres de détention de majeurs, et ça on l'a vu aussi, et donc voilà, c'est flippant. Le taux de surmortalité aussi des jeunes, des jeunes Algériens et Marocains sur le territoire parisien, c'est affolant, et c'est quelque chose. C'est une constante de l'État français. Oui, non mais c'est quelque chose de masqué. C'est quelque chose de masqué parce que y en a qui meurent en détention. C'est pas forcément su, c'est bien masqué parce que les parents sont pas sur le territoire. Ils peuvent même pas récupérer les corps parce qu'ils n'ont pas les visas. Donc avec la complicité quand même des autorités consulaires qui font rien, qui s'émeuvent pas de voir leurs ressortissants jeunes mourir comme ça. Donc on a des morts en détention, on a des morts dans des foyers, dans des hôtels, dans des squats, dans la rue, etc. qui sont très inquiétants. Il y a une forme d'omerta, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais lorsqu'il y a des incidents ou des événements qui peuvent se produire au sein du groupe, je pense pas que ça ça circule ça balance pas, parce facilement, que les institutions qui en ont la charge vont forcément être pointées, parce qu'il y a un moment ou à un autre, elles seront passées par les institutions. Oui. Alors le discours officiel que disent notamment aussi des associations qui sont payées par l'État, qui disent non mais ces jeunes ils veulent rien, ils veulent pas de protection, etc. etc. Comment se fait-il en fait que nous on soit sursollicités en matière d'assistance, en matière d'hébergement, en matière d'accès aux droits, etc. Et pour reprendre ce que tu disais sur le fait que on voyait beaucoup tourner quand il y avait les manifestants, je suis désolée, mais moi ça me fait doucement rigoler, parce que quand on voit un manifestant qui va ou un journaliste même qui va se prendre en caméra, regardez comment le CRS il m'a mal parlé, il m'a dit vas-y pauvre con, casse-toi. Non mais j'ai envie de dire non mais il faut arrêter quoi. Je veux dire, quand on voit ce que les forces de l'ordre font aux sans-papiers, parce qu'ils savent très bien que derrière il n'y aura pas forcément un contrôle. Et d'ailleurs nous après quand on rappelle des fois le commissariat, ils sont étonnés parce qu'ils se disent mais vous êtes qui, ils n'ont pas leurs parents sur le territoire, etc. En gros, circuler, il n'y a rien non mais voilà, donc après il y a des autorités pour ça, il y a la contrôleuse générale des lieux de privation, etc. Mais justement c'est là où aussi ce qu'on fait nous, c'est qu'on fait des sortes, comme ils font avec les avocats pour les manifestants, de legal team un peu, en disant voilà, c'est-à-dire que il faut que ces jeunes sans papier, sans droit, les plus indigènes en fait de la nation, puissent avoir les mêmes accès pour défendre leurs droits que le manifestant lambda ou voilà. Après la difficulté, c'est que dans l'opinion publique, en fait, tu as l'idée que ils sont illégaux, donc ils ont rien à demander, tu vois. Il y a vraiment cette idée, comme ils sont sans papier,
Ils n'ont pas de droits. Ouais, En fait, les gens oublient qu'il y a des libertés fondamentales, quoi. Il y a des libertés fondamentales, il y a des droits humains. Mais eux, comme t'es pas. Mais c'est là aussi, tu vois, les limites du citoyennisme où les droits devraient se limiter aux citoyens, à ceux qui ont les papiers. Ceux qui n'ont pas les papiers, on peut les traiter de manière inhumaine. Azadi, on va essayer de faire très court parce que l'heure tourne. Parce que moi, je voulais revenir sur ta réponse précédente où tu disais, tu parlais de la police. Quand la comparaison entre la France et le reste, tu as direct répondu par police. Ouais. Et j'ai l'impression, et là tu reparles de police, et j'ai l'impression que le premier danger d'un mineur isolé, c'est comme ça qu'on les appelle, ouais. Fatiha. Ouais, c'est comme ça qu'on les appelle. Ouais, ouais, t'as eu un bug, toi. Non, comment tu les dis? Donc, tu répètes beaucoup police. Et j'ai l'impression, est-ce que la violence qui s'accrue, j'imagine, vis-à-vis de ces mineurs-là, c'est aussi à l'image en fait de la police française qui devient de plus en plus violente, enfin plus ouvertement violente. Et moi, c'est peut-être une intuition. Si la si la police est violente vis-à-vis des blancs, elle va pas juste garder sa constance. Regarde, si t'as la violence vis-à-vis des indigènes, si elle est comme ça, si la violence au niveau des blancs monte, elle va pas rester, hein, elle va. Oui, elle monte. Dites-vous que c'est proportionnel en fait. Exactement. Si elle monte sur les blancs. Et donc si tu continues les curseurs, donc t'as un indigène qui a des papiers, puis un indigène qui a pas de papiers comme le curseur est là, et si tu montes tous en même temps. C'est le droit de tuer. Mais c'est important d'avoir cette logique de comprendre que c'est pas on monte un curseur et pas. Là c'est proportionnel, c'est toujours parce que c'est comme ça. Exactement, et c'est ça qui est inquiétant parce qu'avec le phénomène des manifestations où on a vu effectivement que Darmanin avait donné un peu une autorisation, lâcher la bride. Donc on a vu que justement des manifestants issus de classe moyenne, avec des papiers blancs, etc., pouvaient être victimes de violences policières gratuites. Alors là, on s'est rendu compte de la difficulté, encore plus qu'avant. Avant, on pouvait un peu impressionner les forces de police avec des rapports, avec l'IGPN, avec la contrôleuse générale de privation, en disant, attendez, c'est des mineurs, on a des preuves, on a des vidéos, on a des photos, etc. Parce que eux, ils font des vidéos tout le temps de la police, quoi. Ils ont pas, voilà, c'est depuis qu'ils partent de chez eux au Maghreb jusqu'à ce qu'ils arrivent à Paris, ils sont tout le temps avec leur appareil. Ils ont le réflexe de... tout le temps. Même dans les institutions, maintenant, ils ont le réflexe de filmer dans les hôpitaux parce qu'ils ressentent ce rejet insupportable et ils sont conscientisés un minimum, quoi. Et oui, on constate que maintenant, il y a cette espèce de et alors, c'est comme ça, qu'est-ce qu'il a à faire ici? On a des réflexions du style, moi, si je pouvais... Non, on est vraiment très en retard là. Est-ce que tu dirais que la situation a empiré depuis le moment où vous avez commencé vers 2016, tu me dis, à peu près? Je dirais que oui, ça s'est empiré dans le sens où là, il y a une escalade carcérale claire qui fait que. Toi, tu l'as constaté dans les mineurs que tu suis. Ah oui, c'est-à-dire que là, alors en termes de nombre de personnes incarcérées ou de peine, enfin de dureté de la peine. Du nombre de personnes incarcérées, de l'âge auquel ils sont incarcérés. Donc parce plus jeunes. Il y a quand même une protection des mineurs en France qui fait que normalement, il y a des alternatives à l'incarcération. Mais... Elles ne sont pas proposées pour ces jeunes-là au motif que il n'y a pas assez de place, les places sont chères, etc., etc. Et la durée des peines, c'est-à-dire que là, on a des jeunes avec des peines de 3 ans et demi, 4 ans. Ce qui est énorme. Mais d'ailleurs, ça me fait, je viens d'y penser. La France a été épinglée par une association européenne. Je me demande si c'est pas la Cour européenne pour enfermement de mineurs et même de bébés. C'est-à-dire dans les centres de rétention, ils ont enfermé des bébés. Dans les CRA. Oui, mais là, c'est enfermement administratif. Oui. Dans ce qu'on appelle les CRA. Oui, c'est enfermement administratif pour questions liées au sans-papier. Liées au papier, pardon. Donc on voit que la France est sans arrêt épinglée. Elle n'est pas du tout pointée du doigt sur l'enfermement carcéral pour des peines. Mais je pense qu'il peut y avoir des assos qui dénoncent, mais que... C'est pas quelque chose de dénoncé, justement. Et c'est ce que je disais à Samir, c'est même au niveau... Qui est cette personne? Même au niveau du champ de l'antiracisme, je trouve que la prison... l'angle mort, tu veux dire? C'est un angle mort. La prison, c'est un angle mort. Oui, alors que... Il faudrait qu'on fasse une émission là-dessus. Alors que... Attendez. Alors que... Non, mais alors que l'objectif d'un policier... Quand on remonte la chaîne,
c'est l'objectif du policier, c'est l'enfermement systématique. Il n'y a rien qui ne l'insupporte plus, le policier, que de revoir quelqu'un qui ne supporte pas, pour des questions, ça lui ne revient pas, dehors. Donc, on peut avoir des jeunes qui retournent en prison au bout de 2 jours, 3 jours, pour 1 an. Ah oui. Ah, non, Oui, mais... non, mais là- ah oui, oui, non, mais... Attends, ils sont Attends. libérés, 2 jours après, ils repartent. Exact, Oui, mais- ils repartent pour 1 an, Mais attends, facilement. là où je suis un peu sceptique, c'est que tu vises l'antiracisme. Qui dans l'antiracisme n'a pas un discours contre la prison? Tu parles Que ce soit à gauche, il y a un angle mort, je suis Oui, d'accord. oui, Mais oui. dans l'antiracisme, même ceux qu'on n'apprécie pas trop, nous, je Ouais. sais que Comme tout le qui, par monde. exemple Non, mais voilà, je veux dire, tout le monde est d'accord pour avoir la fonction de la prison, tu vois, et surtout pour les indigènes. Attends, Non, mais une seconde. Tout le monde, oui, va. Mais Dans l'antiracisme. Oui, dans l'antiracisme. Ah oui, non, mais c'était ça qu'on. Je ne sais pas, je suis pas sûr du tout, parce que alors- dans l'antiracisme moral, Oui, non, je suis pas sûr du tout qu'ils aient la même conception de la prison que nous. On s'entend dans l'antiracisme politique, dans l'antiracisme ah oui, oui. politique. Alors, justement, distingue, parce que Je veux dire, des fois, les gens, ça a été l'un des. il y a des gens qui sont convaincus, par exemple, que SOS Racisme, c'est une Ah bah oui, association non, mais ça, on est antiraciste. d'accord, on est Alors d'accord. toi, Fatira, Mais que- quand tu disais l'antiracisme, tu parlais de l'antiracisme politique ou l'antiracisme en Non, général? je parle de l'antiracisme politique. Oui, Politique, d'accord, non, mais qu'on d'accord. soit bien clair. Bah là, je Oui. trouve Les injuste choses. le reproche. Je le trouve injuste le reproche sur les prisons. Qu'ils en fassent pas assez. Mais de toute façon, vu nos forces, voilà. Ils sont là développés. Mais sur la prison, je trouve qu'il y a tout Alors, le monde est vas-y, d'accord pour dire que la explique, prison. Là où je peux développer, c'est qu'il n'y a pas les comités de soutien déjà sont très faibles. Voilà. Les prisonniers de longue durée ou même les jeunes qui se retrouvent souvent incarcérés en banlieue, etc. On n'a pas de mouvement. Il y a eu un recul, parce qu'auparavant, il y Oui, avait beaucoup bah plus. bien sûr, on n'a pas de mouvement de défense de leurs droits. Hmm. Et en fait, un surveillant, l'administration pénitentiaire aujourd'hui en fait ce qu'ils veulent maintenant. Je veux dire, le jeune, il peut se retrouver au mitard pendant 1 mois. Il n'y aura pas un comité de soutien qui va se constituer pour lui. Oui, mais c'est ça. Et cite-moi là, il faudrait une organisation antiraciste. Il y a quoi comme organisation antiraciste? Je veux dire, Pas c'est- uniquement non, antiraciste. mais attends, Non, c'est deux plutôt- choses différentes. C'est pas Non, mais forcément attends, antiraciste. oui, non, mais attends. Moi, est-ce que je trouve ça un peu injuste parce que c'est dire que l'antiracisme on fait pas assez. Sauf que il y a même plus. Je veux dire, l'antiracisme est décimé. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles de mouvements pour Ah oui, de ce que- de ce pour point de vue, tu veux dire, il y a plus rien, en rien fait. que sur l'islamophobie, plus personne ne se bouge. Oui, oui, c'est Oui. vrai. C'est Plus vrai qu'il y a plus personne. rien Je veux maintenant. dire, le truc, c'est. En fait, je le trouve. Là où je suis pas d'accord, c'est que je Ah oui. nous trouve un peu violents envers nous-mêmes. Tu vois? Alors qu'on est décimé. Oui, mais attention, mais Fatiha parle pas forcément de nous. Moi, je parle. C'est que- Oui, je vise Pour- personne Oui, en non, mais particulier. oui. Je vise les mouvements politiques antiracistes de manière générale, ou même, on va dire, ceux qui défendent de l'islamophobie. Bon, on va défendre le musulman bien. Oui, va ça, on est d'accord. défendre, Oui, voilà, le respectable, oui, c'est ça. la personne qui est respectable, etc. Pas les couilles saines. Non mais Nous, voilà, on a défendu. ou quelqu'un qui intellectuellement, voilà. Alors que il va y avoir une espèce de champ complètement Oui, mort oui. sur toute une population qui peut être âgée du ton- mineur jusqu'à 40 ans, ou vraiment tout ce qui concerne Non, mais ton constat, il est- le il est- soutien. ton constat, il est réel, hein. Ton Le constat, il est soutien réel. politique, le soutien même avec des élus, le soutien même financier, parce qu'en fait, c'est là aussi où je parlais de la legal team que mettent en place les manifestants, etc. Est-ce qu'on peut lister... Il y a énormément de Maghrébins, par exemple, et d'Africains subsahariens, qui sont devenus avocats. Est-ce qu'on est, enfin pas forcément, on n'est pas obligé de travailler avec eux, mais est-ce qu'on a une liste d'avocats avec lesquels on peut travailler en cas de violation des droits pour une personne dans une prison, quelqu'un qui peut mourir, dont on a des signaux de détresse dans une prison lambda. On sait que par exemple à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, il y a un nombre anormal de morts algériens. À la prison de Fleury
Fleury-Mérogis, pareil. Donc c'est un problème. On a le collectif Les Morts de la Rue, on a le collectif La Police Tue, mais au niveau de la prison, mais pourtant la prison justement, c'est cette espèce de forteresse un petit peu, c'est un peu ce qui est voulu, quoi. Et je pense qu'avant il y avait plus ce. Non mais ça, même au sein de la gauche, on regarde le Génépi, c'est pas dissous là le truc. Alors le Génépi c'est autodissous parce qu'il disait qu'il participait au maintien des institutions. Ouais, mais au final t'as plus rien, quoi. En fait c'est stupide parce que moi de mon point de vue c'est stupide. Mais après il y a aussi en fait c'est une question compliquée parce que là, c'était sur l'antiracisme que j'ai trouvé ça injuste, mais c'est vrai qu'en général, la société elle-même, elle va jamais remettre en question les prisons, et même chez les indigènes, je veux dire, nous, on est totalement conscients que même beaucoup d'indigènes, c'est en mode, c'est blédards et tout, qui reviennent, qui sont pour la répression. Là, c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion et un vrai combat à avoir sur ça. La montée du libéralisme, donc la défense de la propriété privée, avec tout cela, il y a toute l'idéologie réactionnaire qui vient avec, en fait. Et c'est vrai que beaucoup de musulmans, malheureusement, vont avoir un discours moral par rapport à la prison. Les gens, s'ils sont en prison, c'est que forcément, ils ont fait quelque chose de mal. Donc, on ne va pas défendre cela. On ne se préoccupe pas de savoir les causes sociales, etc., les conditions de vie en prison. Et n'oublions pas une chose, c'est que le but de la prison, la prison n'est pas une fin en soi. L'idée de la prison au départ, c'était surtout la réinsertion. Et or, il n'y a rien à faire, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, je suis désolé, on ne va pas faire très longtemps. Parce que là, juste une chose, parce qu'il y a aussi le fait que quelqu'un qui est positionné sur le champ de l'islamophobie et qui est repéré comme musulman ou qui est sur le champ officiel, entre guillemets, de militant antiracistes politiques, aura beaucoup plus de difficultés qu'une institution observatoire des prisons, qui n'a aucun étiquetage, on va dire, indigène ou lié à l'immigration, etc., pour faire valoir certaines position. Et moi, je peux le dire, puisque une association, par exemple, étiquetée musulmane, qui va intervenir sur le champ des sans-papiers, ça va être extrêmement compliqué. Ah bah oui. Là, on a des circulaires, des espèces de notes, des renseignements généraux. Non, mais vraiment. Ah bah oui. Nous, on a. Ah bah bien sûr. Non, mais vraiment, ce qui fait que ça dissuade énormément aussi de musulmans d'intervenir sur ces... Non, mais c'est vrai, qui interviennent dans ces questions-là. Par exemple, nous, on avait eu le problème quand on était intervenus sur les Tchétchènes quand ils étaient arrivés, parce que les Tchétchènes, ils se sont fait aussi massacrer par la Russie, quoi. Et quand ils étaient arrivés en tant que réfugiés politiques, ils n'ont pas du tout eu le même accueil que les Ukrainiens. Nous, on intervenait sur ce public-là. Et à partir du moment où on était une association musulmane en lien avec des Tchétchènes, on nous a tout de suite catalogué, mis les RG, etc. Je suis désolé parce qu'on est extrêmement en retard. Pour terminer, comment on peut faire pour soutenir votre travail dans l'asso et tout? Alors déjà, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait plus de personnes qui soient volontaires pour éventuellement être famille d'accueil. Il faut que tu répètes, parce qu'il n'arrête pas de demander qui est, etc. C'est SOS Migrants Mineurs. Donc j'ai un Instagram. Voilà, c'est simple, Instagram, c'est SOS.migrants. Donc des fois, je ferai des appels. On a des jeunes qui sortent de prison. Ils sont pas du tout méchants. Et toi, sur les réseaux, on te connaît sous le nom de Fatiha de Gouraya. De Gouraya. Voilà. Qui cherche un accueil dans une famille, assez souple, qui ne va pas lui dire de rentrer à 5h le soir, etc. Qui va lui permettre, parce que bon, voilà. Ou alors un système de parrainage aussi, tout simplement. C'est-à-dire un système de parrainage, c'est-à-dire en fait une personne qui puisse de temps en temps apporter une allocation financière, une assistance, voire l'emmener en vacances. Il y a des familles qui font ça, l'emmener en vacances. Et c'est des jeunes, ils sont arrivés des fois il y a 5-6 ans. Ils ne sont jamais partis en vacances. Ils traînent dans des rues, dans des squats. Alors qu'ils étaient quand même dans des conditions, on va dire, un peu plus sympas dans le pays du Maghreb. Ils n'ont jamais vu la mer, ils n'ont jamais revu la montagne. Ils ont besoin de s'aérer, etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on aimerait développer. Alors, on a des frais d'avocat, des fois aussi, parce qu'on les défend beaucoup devant les juridictions pour éviter qu'ils passent avec des avocats commis d'office qui ne connaissent rien au dossier ou qui ne connaissent pas le dossier des MNA, quoi. Voilà, et puis c'est possible aussi d'aller visiter en prison en devenant bénévole de mon association. Et là, justement, on en a énormément qui sont incarcérés.
S'il y en a qui veulent faire des dons directement dans les prisons avec des noms qu'on leur donne aussi, c'est pareil. C'est ce que je fais aussi. Je donne les noms, les numéros d'écrou. Parce que la prison, c'est déjà difficile. Mais alors, la prison seule, sans visite, sans cantine, sans rien, c'est horrible. C'est l'enfer. J'ose même pas, c'est assez terrible. Ouais. Donc, voilà. Donc, tout sur l'Insta. pas tout, mais je vais mettre là. Elle va alimenter. L'Insta a été partagé par Nordine sur le chat. Alors, il y a des gens allez tous follow là. Il y a des gens qui disent des pubs. Faut savoir que c'est pas nous les pubs, hein, c'est Twitch. Hein, avant que. Ah oui. Parce que quand vous vous connectez sur Twitch sans être abonné à la chaîne, en fait, vous avez des pubs. Nous, on n'y peut rien. Ah. Hein. C'est pas nous qui activons les pubs. C'est le truc automatique, voilà. Okay. Parce que les gens ils vont dire bravo, pendant qu'on parle des enfants mineurs isolés, il faut des pubs pour la Coste. Non mais en plus ça coupe ton propos, tu vois. Je fais ouais, nous on dit pas rien, c'est le. Des pubs pour la Poste, la Coste c'est ici. Ah d'accord, c'est peut-être ça. Mais oui. Pub Lacoste. On n'avait jamais eu. Peut-être que tu étais abonné sur la chaîne. Alors, on n'est pas sponsorisé par Lacoste, on aimerait bien d'ailleurs, mais bon. S'ils peuvent nous lâcher quelques voilà. pour l'été. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Franchement. Donc, appel pour des polos Lacoste, s'il vous plaît. Suivez la page Instagram de Fatia. Et il y a aussi ce qui devrait suivre ta page Facebook. Oui, ma page Facebook, Fatia de Gouraya. Voilà, il l'avait mis, Mehdi. Eh bien, écoutez, on va. Vas-y, très vite. Oui. Non, mais il y en a pour 10 secondes. Je voulais profiter de la présence de Fatiha pour passer un grand salam à Nordine. Oui. Ah oui. Nordine qu'on suit, Nordine et Meryl, on le dit à chaque fois pour bien situer. Si quelqu'un peut mettre la cagnotte. Qui ont été victimes de tirs policiers en août 2021. Voilà, il y a des nouvelles, pas forcément super positives dans le sens où il n'arrive pas à réunir les sommes nécessaires pour se défendre juridiquement et en plus au point de vue de sa santé physique, voilà, c'est compliqué parce qu'il a eu des grosses blessures. Donc je sais pas si tu regardes Nordine, on passe un grand salam frérot et surtout si vous pouvez faire des dons sur sa cagnotte, 5 €, 10 €, peu importe. Allez-y, ils seront bien utilisés. Et frérot, lâche rien et nous, on est là pour toi. Ouais. Pour Nordine et Meryl, les deux, hein, bien sûr. Nordine et Meryl, bien sûr. Et juste une petite annonce, je peux, rapidement. Très vite. Puisqu'on parlait tout à l'heure des sans-papiers, des luttes des sans-papiers, il y a quelqu'un qui a énormément aidé les sans-papiers, donc c'était une des causes essentielles. C'est Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot qui vient de nous quitter. Et donc, un hommage lui sera rendu le 4 juin, place Saint-Germain-des-Prés. Il y a une grande salle, place Saint-Germain-des-Prés, d'accord ? Et donc, un grand hommage lui sera rendu, entre autres, par les associations Droit Devant, etc., desquelles il était extrêmement proche, puisque c'était un des mêmes fondateurs de l'association Droit Devant, qui a quand même fait beaucoup pour les sans-papiers, dirigée actuellement par Jean-Claude Amara. Et donc, voilà, donc le 4 juin, si vous pouvez, place Saint-Germain-des-Prés.